Tout est politique, bonjour. Au sommaire cette semaine, la France va-t-elle sauver la Centrafrique? Le pays est en pleine guerre civile et serait au bord du génocide selon Paris qui a décidé d'y envoyer des troupes. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Est-ce que Paris est en train de jouer de nouveau aux gendarmes en Afrique après le Mali? C'est l'influence Afrique, la nouvelle ère. Très bien, une France très offensive donc, mais qui a finalement signé l'accord préliminaire avec ses partenaires sur le nucléaire iranien. L'Iran va pouvoir fabriquer de l'énergie civile, Christian, mais quand on connaît les ambitions militaires de Téhéran, on se pose la question, est-ce que c'est un accord historique ou est-ce que c'est une erreur historique? C'est historique parce qu'il met fin à une période de guerre froide qui durait depuis trop longtemps entre l'Iran et les Occidentaux, mais cette guerre froide pourrait devenir chaude si les Iraniens ne respectent pas leurs engagements. Tout est politique, direction la Centrafrique où Paris a décidé d'ouvrir un nouveau front. La Centrafrique pourrait-elle devenir un nouveau Rwanda? C'est en tout cas ce qu'affirme Paris, qui craint un génocide. Depuis le renversement du président Bozizé en mars dernier, le pays est aux mains des seigneurs de guerre. La population n'a d'autre choix que d'armer ses propres milices pour se défendre. Après 8 mois de guerre civile, la France lance une offensive militaire dans son ancienne colonie. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, l'a confirmé mardi dernier chez nos confrères d'Europe 1. La France, dans cette affaire, accompagnera une force africaine qui est déjà en cours de constitution, composée d'éléments militaires venus des pays voisins, pour faire en sorte que ce massacre arrête. La France appuiera cette mission africaine de l'ordre d'1 millier de soldats pour une opération qui n'a rien à voir avec le Mali. Michaël, Jean-Yves Le Drian le dit, une opération qui n'a rien à voir avec le Mali, c'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'elle d'abord, elle a été préparée de longue date. Il faut savoir que ça fait déjà dans les bureaux du ministre de la Défense que l'on prépare depuis déjà quelques mois cette opération en Centrafrique. On sait parfaitement qu'elle va donc se déclencher. Il est prévu d'ailleurs, je peux vous dire, qu'elle se déclenche vraisemblablement après le sommet de l'Élysée qui va réunir l'ensemble. 6 et 7 décembre. Début décembre, oui. Vers le 8-9 décembre, ça pourrait partir. Le sommet, le 6 et 7, mais l'opération pourrait démarrer un peu plus tard. Donc après ce sommet-là, et effectivement, pourquoi ce n'est pas le Mali? Parce que tout simplement, ce que je peux également vous dire, selon les plans français, eh bien, il s'agit de sécuriser d'abord les axes routiers principaux et l'aéroport. Il ne faut pas répondre, il ne s'agit pas de répondre à une attaque venant donc de l'extérieur, mais tout simplement de faire en sorte qu'un État puisse tout simplement se restructurer, sinon il deviendrait la plaque sensible de toutes les crises dans la région. Vous connaissez que c'est un endroit ultra sensible, ultra stratégique, parce que le Centrafrique, il faut quand même le rappeler, se trouve au carrefour entre le Sahel, la Corne de l'Afrique et les pays des Grands Lacs. Et c'est la raison pour laquelle la France va intervenir, en tout cas va soutenir une force africaine, là aussi. Avec l'aval de l'ONU. Avec l'aval de l'ONU. On se retranche derrière l'ONU. On voit bien que là, on sent bien... Christian? On se retranche derrière l'ONU parce qu'on ne veut pas avouer que c'est France-Afrique, mais sous une autre forme. Mais elle est louable. Elle est louable parce que le président Hollande, reconnaissons qu'il a bien fait d'intervenir au Mali, parce que la situation aurait pu être catastrophique. Il l'a évité, et aujourd'hui il intervient, et il a raison là aussi. D'accord avec vous. C'est une France-Afrique, mais sous une autre forme, parce qu'on revient quand même, ce sont nos anciennes colonies. Mais il dit France-Afrique, mais le président Hollande s'est toujours opposé au paternalisme français dans le continent africain. Écoutez, sous les socialistes, sous François Mitterrand, il y avait M. Guy Pen qui incarnait le France-Afrique avec Jean-Christophe Mitterrand. Alors je ne dis pas qu'il y a des porteurs de valises, ce dont on parle, il n'y a plus de porteurs de valises. On est d'accord. Il n'y a plus de réseau. Mais il peut y avoir une forme de France-Afrique stratégique. Il n'y a plus de diplomatie parallèle. France-Afrique stratégique. Et pourquoi, au fond, il n'y a plus de ministère de la coopération. Voilà, pourquoi on porte au nu donc un Commonwealth qui entretient des relations officiellement entre Londres et ses anciennes colonies, et que dès qu'on voit que la France exerce une influence sur cette région-là... Mais là, c'est pas une influence, c'est une opération militaire. C'est une opération militaire, mais qui se fait, on l'a dit, avec l'aval de la communauté internationale. C'est quand même aussi une grande différence par rapport au passé. Et ensuite, avec les forces africaines. Christian, laissez-moi parler ce matin. Avec les forces africaines, parce que effectivement, c'est... les forces africaines, les forces africaines, il n'y en a qu'une qui est valable de force africaine. Elle est au Mali avec nous, et Dieu merci, on les a eus, et là, ils sont encore là. Ce sont les Tchadiens. Exactement. Mais ce sont les forces les plus aguerries sur le terrain. En même temps, le fait que la France dise il faille éviter donc que ce pays devienne la plaque sensible de toutes les crises et fasse que effectivement, toutes les milices et tous les groupes djihadistes veulent s'y installer, bon, au fond, c'est aussi tout simplement la feuille de route donnée aussi par les Américains, par Washington, parce que maintenant, Washington externalise la gestion du terrorisme. Et les Européens sont pas au rendez-vous. Et tout simplement, les Français sont sur leur terrain, c'est leur dossier. Alors, on ne peut pas dire en même temps la France doit avoir une influence, et à chaque fois qu'elle bouge, on dit elle est seule. J'ai envie de dire quand même que François Hollande se montre plutôt
intrusif, on va dire intrusif. C'est plutôt étonnant pour un président de gauche. Alors, ce qui est intéressant avec ce président de gauche, qui a d'ailleurs insisté dans sa jeunesse pour faire le service militaire alors qu'il était réformé, tout simplement, bon, c'est un président de la gauche corrézienne, c'est-à-dire qu'il est plutôt radical socialiste, plutôt chiracien. Et du coup, eh bien, effectivement, il sait l'importance de l'aura régalienne, de l'autorité présidentielle. La France, le président français est donc le chef des armées. Le rendez-vous économique n'est pas toujours effectivement très joyeux. Donc au moins, eh bien, à chaque fois, la présence de la France sur le terrain étranger peut compenser. On disait qu'il n'y avait pas de lien avec le Mali. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on regarde le Centrafrique, il a des frontières avec le Cameroun, où il y a quand même Boko Haram, le Nigeria. Le Boko Haram, cette secte islamiste qui est là, qui est un véritable danger, qui a détenu certains de nos otages. Exactement. En tout cas, c'est pour prévenir ce risque. C'est pour prévenir ce risque en grande partie, et puis les affrontements quand même entre chrétiens, majoritaires au Centrafrique, et les musulmans. Très bien. On en vient à présent à l'autre grand dossier de la semaine. Il s'agit de la signature à Genève sur le dossier du nucléaire iranien. Après 10 ans de bras de fer, les grandes puissances ont finalement trouvé un terrain d'entente avec l'Iran. Téhéran va pouvoir se doter de l'énergie nucléaire à usage domestique uniquement. En échange, l'Iran promet de ne surtout pas développer de bombes atomiques. Quels sont les termes de cet accord? David Neyman nous explique tout cela en détail. Préliminaire, intérimaire et pourtant historique. À en croire les Occidentaux, l'accord conclu entre les grandes puissances et l'Iran signe l'avènement d'une nouvelle époque. J'ai dit que le temps était venu d'une nouvelle ère pour le leadership américain. Il fallait tourner la page d'une décennie de conflits. Un avant et un après Genève, tous en conviennent, mais chacun traduit à sa manière le compromis. L'Iran s'est engagé à cesser tout enrichissement à certains niveaux et à neutraliser une partie de son stock. Il est écrit clairement dans cet accord que l'Iran continuera à enrichir de l'uranium. J'annonce au peuple iranien que l'enrichissement continuera comme auparavant. Deux discours, deux versions opposées, et à y regarder de plus près, le texte de l'accord n'est pas étranger à cette confusion. Des termes flous et des directives peu contraignantes, les grandes lignes à marteler restent au conditionnel. Il s'agit pour l'Iran de stopper son enrichissement d'uranium au-delà des 5%, de neutraliser son stock à 20%, étape cruciale pour l'obtention de la bombe. Les contrôles de l'AIEA doivent également reprendre librement. En échange, le groupe P5+1 pourrait s'abstenir de nouvelles sanctions pendant 6 mois, l'une des priorités de Téhéran. Enfin, débloquer plus de 4 milliards de dollars d'avoirs iraniens actuellement gelés. Natanz, Fordo, Arak, Ispahan et Bandar Abbas poursuivront leurs activités. Le régime des ayatollahs sort la tête haute. Face à une Amérique affaiblie, l'occasion était fournie d'apparaître soudain en facteur stabilisateur au Moyen-Orient. Christian, concrètement, comment les Occidentaux vont-ils faire pour faire respecter les engagements de l'Iran au pied de la lettre? Écoutez, il va falloir qu'il y ait des inspections intrusives quotidiennes, c'est ce qui a été prévu. Maintenant, je demande à voir. Moi, je trouve Elles sont prévues pour quand? Là, incessamment sous peu. Et les inspecteurs de l'AIEA doivent venir en Iran, dans tous ces sites nucléaires dont nous avons maintes fois parlé. Simplement, je m'aperçois que depuis que l'accord a été signé, tout le monde commence à se dire « Oh, il y a beaucoup d'ambiguïté ». Alors, il s'avère qu'il y a quelques jours, je me trouvais à un dîner avec quelqu'un de très proche de chez Obama, qui me disait « Mais le président américain a voulu prendre par surprise ses alliés israéliens et les pays du Golfe, parce qu'il s'était dit qu'une bonne fois pour toutes, il fallait mettre l'Iran au pied du mur, devant ses responsabilités. Donc ouvrir le jeu, si je puis dire, et dire aux Iraniens, maintenant, vous allez nous montrer que vous êtes vraiment prêts à ne pas fabriquer cette bombe nucléaire. Sauf que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui qu'on n'ait pas demandé dans cet accord le démantèlement. Là, on autorise encore aujourd'hui. C'est justement la négociation. D'abord, c'est un accord intermédiaire. Hein. C'est un accord intermédiaire. Il y aura donc une deuxième partie. Et encore 6 mois de discussion, c'est ça? Global. Mais il n'y aurait pas eu d'avancée de la part des Iraniens s'il n'y avait pas eu la possibilité au moins de maintenir un site sans le démanteler comme il y avait la demande. Mais on autorise toujours l'enrichissement de l'uranium, même si c'est à 5%. Cet enrichissement se poursuit. Donc cela pose problème. Moi, je demande à voir si vraiment les Iraniens vont respecter. C'est là que tout va se jouer. Si dans les semaines qui viennent... Ils vont respecter parce que... Ils ont intérêt. Parce que de toute façon, la messe est dite.
depuis longtemps. Quand vous voyez à New York, François Hollande rencontre Rouhani, on sait que c'est calé. Quand on sait que la plupart des think tanks à Washington sont maintenant infusés par la thèse du grand accord américano-iranien, ça y est, on voit bien. Mais c'est donc c'est la nouvelle. Mais il y a encore 6 mois pour avoir un accord définitif. Mais convenez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ces 6 mois? Mais convenez quand même qu'il faut quand même être très prudent. Aujourd'hui, je comprends, et je le redis, l'inquiétude de Benjamin Netanyahou, l'inquiétude des pays du Golfe, parce qu'on le voit bien, on l'a dit aussi, les Américains sont en train de se désengager progressivement du Moyen-Orient pour d'autres raisons, puisqu'ils veulent se tourner vers l'Asie-Pacifique. Mais dans le même temps, M. Obama veut faire de l'Iran l'allié dans la région qui pourrait lui rendre service. Et sur l'Afghanistan, sur la Syrie, justement ça, on réhabilite sur la Syrie, on réhabilite l'Iran. Mais est-ce qu'on peut faire économique, sur le plan économique? Mais pourquoi on a besoin de l'Iran sur quel dossier? Peugeot, Renault, tout le monde retourne à Téhéran. On veut y retourner. Sur le marché intérieur, c'est un immense marché intérieur. C'est vrai que c'est un immense marché intérieur. En particulier les Français avaient déserté. On voit bien déjà comment Peugeot, Renault et les autres commencent à se positionner. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à un régime? Je le rappelle, je regrette infiniment, qui est un suppôt du terrorisme, le Hezbollah, le Hamas. On fait bien confiance au Qatar qui soutient aussi notre histoire. Ma question c'est est-ce qu'on a besoin de l'Iran pour parler de dossiers en ce moment en cours, notamment la Syrie par exemple? On a besoin de l'Iran et de la Russie, ça on l'a dit. Mais encore une fois, je répète, est-ce qu'on peut faire confiance à M. Rouhani, le président, qui, il y a 10 ans, je crois qu'il faut rappeler les choses, lors des négociations qui avaient eu lieu, c'était M. de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, a dit « j'ai roulé les Occidentaux dans la farine ». Oui, bon, le temps change. Tout le monde dit ce genre de propos, Wikileaks l'a montré. Maintenant, la question de savoir, comme vous disiez effectivement Marie, c'est-à-dire, est-ce que l'Iran va être capable, par exemple, ou sera invité à venir à la table donc, des négociations de Genève pour la Syrie, et voir dans quelle mesure ça pourra jouer donc, un rôle de stabilisateur. Quelle est la réaction des pays voisins? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à la prolifération finalement? C'est la porte ouverte à la prolifération pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, vous avez deux grands pays, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui se disent, si l'Iran se dote de la bombe nucléaire, et moi je pense qu'elle va se doter... Ou même du nucléaire civil, tout simplement. On va revendiquer son droit à avoir le nucléaire civil. Vous croyez que l'Iran va s'arrêter au nucléaire civil, Marie? Non, soyons pas naïfs. L'Iran ne va pas s'arrêter au nucléaire civil. Donc, l'Arabie Saoudite, leader du sunnisme, chef de file du sunnisme, et l'Égypte vont vouloir se doter de la bombe nucléaire. Ils continuent aussi à explorer leurs ressources naturelles, ils vont continuer à aller sur le pétrole, ils vont peut-être aller sur le gaz de schiste, dans la région il y a beaucoup de gaz de schiste, donc je n'ai pas le sentiment qu'ils vont rentrer dans cette... C'est pas leur culture. Je ne souhaiterais pas que M. Obama devienne un Carter numéro 2, et Carter nous a montré à quel point ça a été un mauvais président. Très bien, tout est politique en bref, les images de la semaine. Christian Mallard, vous avez choisi la visite du président russe Vladimir Poutine au Vatican cette semaine. Rencontre entre le tsar Vladimir et le pape François, ce qui peut être le prélude entre orthodoxes et chrétiens, une rencontre au sommet avec le patriarche orthodoxe, rencontre qui pourrait avoir lieu dans les mois qui viennent au Vatican, en tout cas en 2014. Mais en même temps, c'est vrai que les deux hommes ont pris quelque part, on va jouer sur les mots, ont pris le chemin de Damas, puisque c'est vrai que le pape avait interpellé le 5 septembre dernier M. Poutine sur les massacres en lui disant, écoutez, vous pouvez intervenir pour faire cesser ces massacres en interpellant Bachar el-Assad. Je ne suis pas sûr que le pape ait été réellement entendu, mais en tout cas, c'était l'occasion d'en reparler. On verra la suite. Michael, vous avez choisi cette semaine du cinéma avec la sortie en salle du film La Marche sur les écrans français. Oui, un film de Nabil Benyadir, on l'avait évoqué déjà dans Toutes les politiques. Il est sorti donc cette semaine. On regarde d'abord tout de suite quelques images. Après, tu butes. Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me manger. Tu vas éviter tous les racistes de France. Bah, s'il faut, ouais. Bah, t'as du boulot. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je vais marcher avec vous. On va marcher ensemble. On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Je connais mieux que toi le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop! Stop à la haine! Vous allez me l'arrêter cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Un film contre le racisme, donc un sujet d'actualité. Oui, effectivement, et qui vient donc pour célébrer et raconter 30 ans après cette fameuse marche des beurs qui était donc qui avait été initiée alors que tous les jours on tirait donc sur des Français donc issus d'immigration, des Maghrébins. On voit bien que cette fois-ci, 30 ans plus tard, eh bien, ce qui est intéressant, c'est à part ce film, eh bien, le pouvoir relance un peu une sorte de festival des marches parce qu'on voit bien qu'il y a la question du racisme qui est placée, de la lutte contre le racisme qui est maintenant placée au centre de l'agenda français en disant c'est le mal absolu. Ça vient aussi opportunément permettre à la gauche de se réunir alors qu'il y a ils se sont tous réunis et ça permet donc effectivement à la gauche de se retrouver alors que sur l'économie et sur le reste ils se disputent plutôt. Un sujet fédérateur. Très bien, merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est politique, un nouveau décryptage de l'actualité sans complaisance. Merci de votre fidélité.
Très bonne semaine à tous.